Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence organisée par Villerail et Transport et consacrée à la nouvelle donne en matière de billettique dans le contexte de la LOM. La LOM bouleverse complètement le paysage de la billettique et impose notamment une ouverture du marché qui va entraîner l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché de la vente des titres de transport. Pour aborder ce sujet totalement nouveau qui va complètement révolutionner la mobilité, nous avons avec nous un représentant des AOM, avec monsieur Thierry Falconet, qui est maire de Chenovre et vice-président de Dijon Métropole. Nous avons également 5 offreurs de solutions, avec Philippe Vapro, qui est président directeur général de Calypso. Nous avons Alexandre Cabanis, qui est directeur marketing d'Ubitransport. Nous avons Christophe Sanglier, qui est directeur des avant-projets Ticketing et Mass pour Conduent. Nous avons Eric Alix, qui est président directeur général de RATP Smart System. Et nous avons également monsieur François Mottet, qui est responsable de la gestion des produits et de la stratégie pour Flowbird. La masse étant un sujet totalement nouveau, je vous invite à prendre le micro et à nous présenter, pour chacun d'entre vous, pendant une petite minute, votre entreprise et ce qu'elle apporte au contexte billettique nouveau de la LOM. Bonjour, je représente la société Conduent, l'activité transport du groupe Conduent. Donc très rapidement, Conduent en France, c'est 550 personnes qui travaillent depuis plus de 50 ans dans le secteur de la billettique et plus récemment de la mobilité au sens large. Nous sommes implantés en Drôme-Ardèche et nous sommes actifs donc sur la partie système billettique, système central, équipement de validation, équipement de distribution, équipement de contrôle, enfin, toute la chaîne des systèmes billettiques conventionnels. Mais également depuis 5-6 ans, nous intervenons sur les plateformes de mobilité également, sur les briques de référentiel de données, sur la notion de compte de mobilité, sur le calculateur d'itinéraire, qui est un élément central également, sur la distribution des titres dématérialisés et également sur la notion d'observatoire de la mobilité, enfin de traitement des données qui sont issues de ces systèmes. Très bien. Monsieur Eric Alix, c'est... Eric Alix, donc moi je suis président de RATP Smart Systems, donc c'est la filiale digitale du groupe RATP, quatrième opérateur mondial. RATP Smart System est présent sur un peu tous les systèmes intelligents de la mobilité. Donc on a une grosse partie de nos activités qui sont liées à la billettique. Donc on opère la billettique en Ile-de-France pour la RATP. On est aussi un acteur de la billettique en France et puis à l'export, notamment en Amérique latine, en Afrique, etc. Donc on a pas mal de projets de billettique, mais on est aussi numéro 2 du SAE-IV, donc la gestion de flotte des tramways et des bus en France, avec Navocap à Toulouse. On a aussi une filiale qui fait du développement à Bordeaux, et nos équipes sont beaucoup donc sur Noisy-le-Grand et à Paris. Voilà. On fait aussi du digital pour le groupe RATP. Donc, vous savez que le groupe RATP a une usine digitale et nous, on est un des partenaires de cette usine. Et puis surtout, par rapport au sujet qui est le nôtre sur le Mobility as a Service, on est présent sur un petit peu tous les verticaux du Mobility as a Service, c'est-à-dire qu'en fait, on a 2 très très grosses applications en termes d'audience qui font du Mobility as a Service, donc l'application RATP, et l'application MAPI, puisque nous avons fait l'acquisition de MAPI au novembre dernier. Et donc, nous offrons aux AOM une contribution de nos applications B2C à leur politique de mobilité. Et puis, nous faisons aussi une autre chose pour les AOM, c'est qu'on leur fournit aussi des applications en marque blanche, puisque ce qu'on arrive à faire à l'échelle avec plus de 12 millions d'utilisateurs dans les applications MAPI chaque mois, et plus de 9 millions d'utilisateurs côté application ATP, on veut mettre cette technologie qui est française à disposition de l'ensemble des AOM. Et quand on le fait aussi avec une billettique mobile que nous produisons nous-mêmes, puisque nous sommes éditeurs de cette solution,
parce qu'évidemment, il va falloir ouvrir la billettique digitale dans ces territoires par rapport à ces enjeux de la LOM. Merci, monsieur Alix. Monsieur Cabanis. Alors, Ubitransport, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous vendons? Nous vendons une plateforme SaaS, au cœur billettique et monétique, sur lequel nos clients, exploitants ou AOM, vont pouvoir se servir d'un certain nombre d'applications orientées exploitation, comme les statistiques, comme le contrôle, des choses comme cela, et des applications orientées usagers, même si les applications usagées sont tout en train de converger vers un compte unique, une application à tout faire. Convergence va peut-être être un mot qu'on va beaucoup entendre aujourd'hui. Et puis, pour faire fonctionner les systèmes chez nos clients, il faut aussi une chaîne d'équipement, même si on se dirige de plus en plus vers la dématérialisation et la digitalisation, donc une chaîne d'équipement qui va aller en s'amenuisant. Très bien. Merci, monsieur Cabanis. Monsieur Mottet pour Flowbird. Bonjour. Flowbird, nous sommes une ETI française basée principalement à Besançon et Paris. Nous sommes leader mondial sur le marché des solutions de mobilité urbaine. Notre positionnement, c'est de mettre à disposition des collectivités et des opérateurs de mobilité une plateforme et des outils digitaux qui permettent de simplifier l'accès aux différents modes de mobilité à travers le monde via des solutions mobiles, mass ou d'open payment pour permettre l'accès plus simple, plus fluide sur les différents services de mobilité. Très bien. Monsieur Vapro, si vous voulez nous expliquer la position de Calypso, qui est assez originale parmi nos différents offres de nos solutions. Nous ne vendons pas, contrairement à 4 autres interlocuteurs. Nous sommes gestionnaires d'un standard ouvert qui s'appelle Calypso, qui est un standard de billettique qui définit les mécanismes transactionnels d'une transaction billettique entre un objet portable, une carte et un lecteur. Notre originalité est d'être un standard qui est géré par des opérateurs et des autorités organisatrices, par des utilisateurs et pas par des industriels. Nous sommes d'ailleurs une solution, disons un standard qui n'est pas lié à un industriel unique, comme c'est le cas de toutes les autres filières technologiques de la billettique, il s'agit de Felica, MyFair, Cypers. Nous avons une indépendance totale par rapport aux fournisseurs de la solution. Et je me réjouis aujourd'hui d'avoir à côté de moi 4 entreprises qui toutes fournissent des solutions qui se basent sur Calypso. Donc, ce qui prouve l'étendue aussi et le déploiement de ce standard qui se retrouve un peu partout dans le monde, qui est généralisé en France, très répandu en Europe, mais aussi présent en Amérique latine, en Amérique centrale, au Québec, en Afrique, etc. Merci, monsieur Vapro. Monsieur Falconet, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez intervenir? Vous nous entendez? Monsieur Falconet. Très bien. Monsieur Falconet, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles furent les difficultés rencontrées par une AOM au cours des 15 derniers mois? Qu'est-ce que le contexte Covid a provoqué dans le cadre de votre préparation ou de votre impréparation au passage à l'entrée en vigueur de la LOM? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'avoir choisi Dijon Métropole comme autorité organisatrice des mobilités pour témoigner puis apporter cette contribution effectivement à une évolution majeure en termes d'offres de mobilité et de services. Simplement alors à la fois pour répondre à votre question et peut-être pour d'emblée moduler un peu la représentativité de Dijon Métropole en tant que AOM. Nous ne sommes pas contraints par la date de 2022, puisque nous sommes une autorité organisatrice des mobilités qui aura l'obligation de passer en 2023, donc de répondre aux impératifs de la LOM en 2023. Voilà, donc on a un peu plus de temps pour se préparer. Peut-être rapidement, avant de répondre directement à votre question, présenter l'originalité de l'offre de mobilité sur Dijon Métropole. C'est qu'on a un seul prestataire, un délégataire de service public, qui est le groupe Keolis. Et on a toutes les mobilités qui sont intégrées dans une offre globale.
D'ailleurs, nous sommes en renouvellement de DSP. Nous tenons à pouvoir organiser la mobilité avec j'allais dire un grand thème dans tous ces aspects, que ce soit transport en commun, bien sûr tram, bus, navette, mais aussi mobilité active, vélo, location de vélo. Je suis en train. Et puis surtout, dernièrement, nous avons intégré le stationnement, donc stationnement en ouvrage et stationnement sur voirie, donc intégré dans la même offre de mobilité. Donc, par définition, la question de l'intermodalité se pose et donc la question de l'interopérabilité, elle se pose également. Voilà, donc c'est une question que d'ailleurs j'avais évoquée lors de la préparation de cette conférence. Alors, pour répondre cette fois-ci à votre question, effectivement, quelques chiffres qui vont tout de suite vous donner un petit peu la tendance et surtout, on va dire, l'ordre de nos priorités. Nous avons dû nous adapter à 22 protocoles sanitaires successifs en 15 mois, c'est-à-dire nous adapter à la fois, on va dire, la qualité et la sécurité de l'offre de service mobilité sur Dijon Métropole. Et nous avons tenu d'ailleurs, avec notre délégataire, à toujours aller dans, on va dire, l'optimisation de l'offre, tout en respectant les protocoles qui nous étaient imposés. Ce qui n'a pas été une mince affaire. Donc 22 protocoles successifs, donc 22 organisations différentes, avec à chaque fois une discussion. Des négociations entre l'autorité organisatrice et le délégataire. Sur l'année 2020, un petit détail qui a son importance, sur l'année 2020, ce sont 7 millions d'euros de recettes en moins pour le délégataire et pour l'autorité organisatrice. Et en cumulé 2021, nous sommes à moins 10 millions d'euros, avec des craintes importantes sur le versement mobilité. Donc voilà nos priorités pour aller complètement dans le sens de votre question. Nos priorités, elles n'étaient pas effectivement sur l'application, sur se mettre en conformité avec la LOM, mais de parer au plus pressé pour continuer de proposer une offre de qualité et surtout de sécurité aux usagers du réseau. Merci bien. Justement, quand on parle de masse, le problème, c'est que chacun en a sa définition. Donc, Monsieur Vapro, je vous invite à nous donner la vôtre. Pour vous, le masse, qu'est-ce que c'est ? Écoutez, je ne sais pas si je suis le meilleur expert pour m'exprimer sur ce qu'est le masse. C'est vrai que chacun a sa définition en tête. Nous, on aborde la problématique du masse sur l'aspect de l'offre de services et de solutions qu'on peut avoir pour faciliter la mise en œuvre du masse. Non, mais approche. D'accord. Sur le menton. Voilà, donc effectivement, le MAS, la mobilité à ce service, ça consiste à offrir des services de mobilité aux usagers, aux clients, aux voyageurs, de porte à porte, seamless, comme on dit en anglais, ça se traduit un peu plus difficilement en français, dans lequel on a vraiment une offre intégrée, information et paiement du voyage, qui est complètement intégrée de bout en bout, quels que soient les moyens de transport utilisés. Le transport public, je dirais d'une part, classique tel qu'on le connaît, et tous les services de mobilité nouveaux, alternatifs, ou qui ne sont plus alternatifs d'ailleurs, qui sont maintenant à la base du MAS, tels que la bicyclette, la trottinette, le rabattement sur un parking, tout ce qui va contribuer en fait à aller de porte à porte dans son voyage. Donc nous, au niveau de Calypso, notre objectif, c'est de faciliter l'intégration de ces différents services de mobilité qui souvent ressortent de solutions technologiques extrêmement différentes entre le transport public qui s'appuie sur des cartes comme nous en proposons Calypso, aux solutions parfois de mobilité bicyclette qui s'appuient sur des solutions QR code, sur du paiement direct électronique, du paiement bancaire direct. Notre objectif, c'est d'offrir des solutions qui
qui uniformisent l'accès et qui permettent à tous de bénéficier de la même performance et de la même ergonomie. C'est-à-dire que qu'on soit sur du transport public ou pour accéder à une bicyclette ou pour rentrer dans un parking, qu'on ait une solution qui soit au même niveau de performance technologique. Merci pour cette précision. Monsieur Mottet, quelle est votre vision du MaaS? Donc, pour moi, le MaaS, ça s'adresse à deux types de publics. Tout d'abord, pour les usagers finaux, les voyageurs, c'est leur permettre l'accès facile à toutes les mobilités dans une collectivité, donc permettant de planifier, de payer et d'acheter donc différents titres, aussi bien du transport public, du stationnement, du parking d'ouvrage, des trottinettes, du vélo, tout ce que vous pouvez avoir dans une collectivité. Mais ça s'adresse également aux opérateurs et aux collectivités pour leur donner la main sur leur mobilité. Donc, c'est la mise à disposition d'une plateforme qui leur permet de gérer par eux-mêmes leur mobilité. Ce n'est pas à nous, industriels, de juger comment une mobilité doit être gérée. On doit vraiment fournir un outil technique qui leur permettra de gérer ces mobilités. Le tout en ayant en tête l'intérêt collectif. Quand on gère les mobilités, on pense qu'il est vraiment important de mettre ça en avant. C'est ce qui peut peut-être nous différencier par rapport à d'autres acteurs qui vont peut-être pousser plus ou moins une mobilité plus qu'une autre. Nous, Flober, on est processeurs techniques, on met à disposition cette plateforme et après, c'est la ville qui décide comment elle veut gérer sa mobilité. Merci. Monsieur Cabanis, le MaaS pour vous? Alors, je vais essayer de le faire en une phrase, et d'ailleurs qui devrait faire écho à ce qu'a dit Monsieur Falconet juste avant. Pour moi, le MaaS, c'est un nœud digital unique qui peut servir les besoins en mobilité des usagers et les besoins en données des autorités organisatrices. Il s'agit donc de convergence. Monsieur Alix. Pardon, si je peux juste rajouter une chose, je rajouterais que en France, pour une fois, on a un temps d'avance et il faut savoir notre chance avec cette LOM. La Commission européenne nous scrute de près, notamment sur l'article 28 qui est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est-à-dire l'ouverture de la distribution et de la vente de titres. Et donc, il se peut qu'on soit copié. En tout cas, on sera scruté de près. Et la LOM a... Si vous regardez la LOM, le mot MaaS n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un exercice intellectuel très intéressant qui est de distinguer le côté information, les SIM, services d'information multimodale, de la transaction, les services numériques multimodaux. Et donc, est-ce que dans la réalité, il y a deux coffres étanches, l'information et la transaction? Non, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ça a le mérite de donner un cadre, un cadre dans lequel on peut s'inscrire. Parce que aujourd'hui, tous les acteurs, autant qu'on est, il y en a qui vont pouvoir très bien répondre aux besoins d'information, aux besoins plutôt front office, aux besoins d'une application pour usagers parfaite, d'excellente ergonomie, et puis d'autres acteurs qui seront particulièrement forts sur le côté transactionnel, sur le côté back-office, donc la face cachée de l'iceberg, mais qui demandent un savoir-faire vraiment particulier. Je vais vous donner un exemple. Oui, je n'ai pas dit avant, je ne suis pas le premier ni le dernier à le dire, le transport collectif, parmi les différents modes de mobilité, restera au centre du MaaS, restera la colonne vertébrale. Et lorsque l'on parle de savoir-faire sur ce côté transactionnel, eh bien, le fait d'avoir un acteur qui soit tout à fait à l'aise dans les questions d'interopérabilité, par exemple, ça rassure. Très bien. Et Monsieur Alix pour RATP Smart System, donc, est-ce que vous-même, vous avez encore une autre définition du MaaS? Oui, le MaaS, pour moi, c'est très orienté sur l'utilisateur. Pardon, je crois qu'on vous a mal compris. Le MaaS, c'est très orienté sur l'utilisateur, et l'utilisateur, il attend quoi? Il attend une solution qui est dans son téléphone, qui est dans sa poche, qui ne le quitte pas. Et à partir de ce téléphone qui est et de sa poche, il va pouvoir accéder à toute l'offre de transport qui va être agrégée, effectivement. Mais il va pouvoir, du coup, préparer son voyage. Il va pouvoir être accompagné pendant son voyage avec, par exemple, du guidage. Il va pouvoir payer soit des forfaits, soit des tickets. Et il va pouvoir enchaîner les modes de transport. C'est ça vraiment aussi qui est différent.
ou alors avoir donc l'intermodalité ou la multimodalité, c'est-à-dire qu'il peut changer d'un jour à l'autre. Il va décider de prendre son vélo pour aller au travail, ou alors il va décider de prendre sa voiture, d'aller sur un parking relais, de finir en transport en commun, ou alors il va décider de prendre un bus et de prendre son transport en commun. Et à la fin, il va pouvoir faire ses choix parce qu'il a toute cette information et toutes ces connexions à l'intérieur de son téléphone. Donc pour moi, c'est vraiment la façon de libérer le choix de l'utilisateur par rapport à une mobilité qui va de plus en plus être diverse. Et effectivement, l'utilisateur, il va avoir besoin de ça, parce que d'un côté, il va devoir s'adapter à des contraintes, qui sont les contraintes d'accès à la ville. Donc il faut qu'il les connaisse, les ZFE, qui vont dépendre en fonction de vos véhicules. Un jour c'est bon, un jour c'est pas bon, etc. Et puis il va devoir aussi donc faire ses choix, mais donc changer ses routines. Et changer ses routines, c'est très difficile. Et donc cette application, c'est aussi la solution qui va l'accompagner tous les jours pour aller changer ses routines. Et évidemment, l'autorité organisatrice qui, dans la LOM, est responsable de la gestion de l'écosystème sur son territoire, va avoir lui-même sa politique de mobilité, et sa politique de mobilité, il sera intéressé à qu'elle soit déclinée à l'intérieur de ses applications dans tous les algorithmes qu'on trouve quand on affiche des points d'intérêt sur une carte, quand on fait des recherches d'itinéraires, quand on consomme des forfaits ou des tickets qui peuvent être d'ailleurs multimodaux. Et voilà, donc le MaaS, c'est un peu intégrer tout ça et le présenter de façon très très fluide et très facile à consommer aux voyageurs. Très bien. Monsieur Sanglier, est-ce que vous avez une vision encore différente? Je dirais que chez Conduent, nous avons deux définitions du MaaS. Une qui est du point de vue des utilisateurs et une qui est du point de vue, comme le disait François, du point de vue de la collectivité, de l'autorité de mobilité. Pour ce qui est de l'utilisateur, ce que je n'ai peut-être pas entendu, c'est qu'il y a la notion de préférence qui est centrale, puisqu'on a un outil digital dans lequel l'utilisateur va entrer des préférences, que ce soit en temps, en tarif, en plus ou moins écologique. Il y a des préférences que l'on doit connaître et proposer des choix en face. Donc ça nous semble central dans la définition de l'outil. Et d'un point de vue de la collectivité, il est essentiel aussi que l'outil puisse orienter les choix des utilisateurs vers ce qui est le plus vertueux, vers la réduction de l'empreinte carbone, vers des objectifs qui soient des objectifs politiques. Donc nous fournissons une plateforme, un outil technique. Nous n'entrons pas dans ces choix politiques. Par contre, nous permettons aux collectivités de mettre en œuvre ces éléments qui vont inciter, l'idée est d'inciter les utilisateurs à adopter, à modifier des comportements. Pour nous, c'est ça le MaaS, c'est à la fois satisfaire un utilisateur, un voyageur, mais également aller dans le sens commun, sinon on passe à côté des choses. Monsieur Falconet, vous m'avez fait part de vos craintes quant à la perte de souveraineté vis-à-vis des données de validation et de géolocalisation. Est-ce que vous pouvez succinctement nous exprimer ce point de vue? Oui, je voudrais peut-être réagir aussi moi sur la définition les définitions qui ont été données. Peut-être déjà aborder une question qu'on a abordée ensemble lors de la préparation, c'est la question de tous les usagers. Parce que je crois qu'il faut avoir aussi... On va y venir, mais pour l'instant, sur la question de la souveraineté des données. D'accord. Donc, avez-vous des inquiétudes, si oui, lesquelles? Effectivement, la question de la gouvernance, la question de la gouvernance de la donnée. Est-ce que finalement les autorités organisatrices des mobilités ne risquent pas de perdre la maîtrise, la visibilité de la donnée? Parce qu'aujourd'hui, je dirais que les AOM doivent pouvoir continuer de récolter les données sans difficulté pour avoir une vision globale et permettre d'adapter au mieux les desserts, d'accompagner les voyageurs et puis surtout de cibler leurs attentes. Et moi, j'aurais envie de poser un certain nombre de questions aux entreprises présentes, parce que ça va demander quand même un accompagnement fort des autorités organisatrices. Comment elles comptent finalement
accompagner cette évolution. Comment est-ce que vous nous aiderez finalement à mettre en place un système, un système numérique qui nous préserve finalement d'une forme de comment de course autour de la donnée, parce qu'on sait très bien que la maîtrise de la donnée et posséder des données, c'est quelque chose de très important en termes en termes économiques aussi. Donc la question de la protection aussi de ces données. Nous, on est dans une autorité organisatrice des mobilités. Elle n'est pas dans une relation entreprise-client, elle est dans une relation collectivité-usager. Et donc la question de la protection des données qui nous sont finalement données par les usagers, elle se pose. La question de la maîtrise des données, qui doit concentrer et analyser ces données? Est-ce que c'est un entrepreneur privé ou est-ce que ça doit être l'autorité organisatrice? La question aussi de la protection des données en matière de lutte contre la fraude. Voilà. Et est-ce que et ça, c'est une forte crainte que je pense l'ensemble des autorités organisatrices exprimeront. C'est est-ce que finalement les autorités organisatrices des mobilités doivent s'adapter à cette nouvelle donne qui est inscrite dans la LOM, ou est-ce que ce sont les opérateurs qui doivent d'une certaine manière proposer des offres aux autorités organisatrices conformes au fait que ce sont bien les autorités organisatrices qui organisent les mobilités sur leur territoire avec des objectifs politiques qui peuvent d'ailleurs différer en fonction des autorités organisatrices. Alors, merci Monsieur Falconet. Je vois Monsieur Eric Alix qui trépigne pour vous répondre. Le micro est là. Donc, la souveraineté quant aux données, l'accompagnement que vous pouvez apporter aux autorités organisatrices, la lutte contre la fraude, vaste sujet. Je crois oui, malheureusement, le petit bouton, ça fonctionne mieux. Oui, c'est beaucoup de sujets. Ce qui est sûr, pour moi, c'est qu'il faut reprendre le sens de... L'autorité organisatrice, elle avait l'habitude de gérer des infrastructures de transport, et puis le transport en commun, etc. Et avec la LOM, elle va embrasser toutes les mobilités. Donc on va voir que la route se rapproche du transport en commun. Il y a les nouvelles mobilités qui s'enchaînent avec le transport en commun, etc. Et donc, en fait, l'autorité organisatrice, avec cette nouvelle responsabilité on va dire de régulateur sur son territoire, va définir sa stratégie et après cherchera les moyens de décliner sa stratégie. Alors, pour décliner sa stratégie, elle a plusieurs choses. Elle va avoir un écosystème qui existe ou qui n'existe pas dans le territoire. Souvent, c'est un peu aussi en fonction de la taille des villes. Donc, si vous avez beaucoup de gens qui sont dans l'écosystème, vous allez devoir faire beaucoup de coordination et de contrats en allant plus ou moins loin avec un acteur ou un autre, en veillant à ce qu'il y ait une équité avec l'ensemble de ces acteurs-là. Et puis peut-être vous déciderez vous-même de vous lancer effectivement dans une application masse, auquel cas vous aurez besoin de plateformes, mais vous aurez aussi besoin de créer des offres, d'animer une base client, de faire de l'acquisition, de la fidélisation, etc. Donc on est bien au-delà d'un simple outillage. Il faut qu'il y ait l'outillage, mais il faut qu'il y ait la gouvernance, il faut qu'il y ait la gestion d'un écosystème avec des contrats, donc avec une politique que vous allez définir. Et effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui auront envie de vous accompagner. En tout cas, nous, quand on présente des solutions, on dit quelque part à l'AOM, on peut vous accompagner en fonction de vos besoins avec une offre à tiroir. Donc on peut à la fois vous fournir des briques technologiques, mais si vous êtes intéressé par être accompagné sur la relation avec des MSP, on peut aussi faire ça, mais on peut ne pas le faire. Et puis sur la CRM, l'acquisition, etc., on peut aussi faire des choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut le faire parce qu'on est à l'échelle sur les 12 millions plus 9 millions d'utilisateurs mensuels qu'on a dans nos applications B2C. Et vous pouvez aussi peut-être faire des accords avec des applications B2C en disant
effectivement, vous êtes un MAS qui a une finalité qui est proche de la mienne. Vous pouvez nous demander comment on peut contribuer à votre politique à vous. Par exemple, comment on peut prendre des gens qui prennent la voiture en périphérie pour aller dans votre centre-ville, pour aller essayer de faire du report modal. Et on peut monter des dispositifs ensemble, que ce soit du côté de nos applications B2C, donc par exemple avec Mappy, ou que ce soit avec une billettique mobile et une application en marque blanche pour vous. Merci, Monsieur Alix. Monsieur Sanglier, peut-être, vous voulez intervenir? Non. Monsieur Sanglier était de ce côté-là. Donc, sur la souveraineté et l'accompagnement. Sur la souveraineté, comme je vous disais, nous sommes plutôt, disons, fournisseurs d'une solution technique. Et nous intervenons assez peu dans le montage, dans l'ingénierie globale du MAS. Nous concevons notre rôle plus comme un fournisseur de modules. Donc à cet égard, c'est difficile de répondre disons, à la fois à la question précise de monsieur et puis aussi à ses craintes. On peut se positionner, nous, en tant que billetticien et donner toutes les garanties d'ouverture des données. Ça, c'est... de toute façon, historiquement, les données appartiennent à la collectivité. Les données d'un système billettique aujourd'hui appartiennent de fait déjà à la collectivité. Par contre, la difficulté peut-être résidait aujourd'hui dans la difficulté d'extraire ces données et de les mettre à disposition de tiers, notamment pour ce qui concerne la distribution. Pour ce qui concerne les données topologiques ou les données de structuration de réseau, le problème ne se pose pas puisque tout est déjà bien normé, tout est déjà, les données d'échange sur les lignes, les réseaux, les horaires, tout ça existe et est déjà bien ouvert et la billettique n'est aucunement un obstacle dans cet univers-là. La question se posait effectivement dans la facilité de proposer à un tiers de vendre des titres dématérialisés sous forme d'un QR code, d'un titre dématérialisé sur mobile ou d'un rechargement de carte sur une carte physique, sur une carte Calypso, par exemple. Donc tout ça, nous sommes en train de le permettre. Nos systèmes de nouvelle génération permettent d'ouvrir au moyen d'API, au moyen de kits de développement, au moyen de web services, permettent de donner la possibilité à des acteurs tiers de distribuer aussi bien un QR code que de recharger une carte Calypso à distance que de télécharger un titre dématérialisé sous forme HCE par exemple. Donc je dirais de notre point de vue, peu de crainte à avoir, mais nous ne sommes pas sur l'ensemble de la chaîne. Merci Monsieur Sanglier. Monsieur Cabanis veut intervenir. Merci. Alors j'entends 3 questions en une dans celle de Monsieur Falconet. Je répondrai d'abord sur tout ce qui est confidentialité des données d'usagers, qui est la donnée la plus critique. Et je répondrai qu'on ne parle pas de nulle part. La RGPD offre un premier cadre qui devra nécessairement être affiné dans le domaine transactionnel, dans le domaine masse, dans le domaine billettique. Et d'ailleurs, on attend tous le décret de l'article 28 de la LOM qui nous donnera des précisions. J'espère que toute la partie confidentialité nous donnera un cadre encore plus précis. Et on a tous à y gagner, les usagers, les AOM, les industriels. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais répondre sous l'angle de la sécurisation des données. Vous n'êtes pas sans savoir que les incendies récents à Strasbourg chez un hébergeur français ont eu des impacts directs sur notre activité, dans le secteur. Ubitransport n'a pas été concerné, mais certains acteurs concurrents l'ont été durement, avec une conséquence directe sur la continuité de service dans certaines lignes de transport collectif, au niveau de la billettique et des remontées de données. Je pense que ça a été très honnêtement un réveil salutaire qui, en tout cas, je parle pour Ubitransport, nous a
permis d'enclencher toute une charte, une série de garanties en matière de plan de continuité, en matière de niveau de service, etc. Très bien, merci. Pardon, désolé, troisième réponse, qui concerne vraiment, je pense, la préoccupation qui était la première de vos préoccupations sur la souveraineté des données. Si on se tourne vers nos voisins allemands, qui ont toujours eu beaucoup plus d'avance et de préoccupations en matière de souveraineté, ont toujours été les fers de lance en Europe à essayer de pourfendre le Cloud Act américain, qui fait que si le gouvernement le demande, toute entreprise américaine, peu importe où elle stocke ses données, est censée les livrer à l'administration. Voilà, tout le monde le sait, les Allemands y compris. Et pourtant, lorsque aujourd'hui des collectivités comme celle de Berlin, donc non des moindres, choisissent où héberger ces données masse, eh bien, elles choisissent un fournisseur de cloud américain. Pourquoi ? Ils le font en toute connaissance de cause, parce que l'arbitrage qu'ils font entre le niveau de service sur le niveau de service fait qu'ils sont prêts à tirer un trait sur ce risque de souveraineté. D'accord. Il faut aussi qu'on soit parfaitement lucide sur cet arbitrage que font certains en toute connaissance de cause. Très bien, merci Monsieur Cabanis. Monsieur Mottet, sur la souveraineté et l'accompagnement. Déjà, la première chose, je pense qu'on n'a pas forcément attendu la loi LOM pour avoir des systèmes ouverts et accessibles et partager les données. Je me rappelle, il y a 5 ans, il y avait un de nos clients qui a mis en place une application mobile qui s'est connectée à notre système. On n'était pas au courant. On l'a découvert un lundi dans la presse, comme quoi telle ville avait mis en place un système d'une application mobile connectée à notre back-office avec nos API qui sont ouvertes et documentées. C'était il y a 5 ans. Donc la LOM, vous voyez, ça permettra d'accélérer un petit peu les choses, mais on le faisait bien avant. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Les données, c'est les données de la collectivité ou les données des opérateurs de transport et de mobilité. Ce n'est pas nos données. Nous, Flowbird, on met à disposition un outil, une plateforme, et on vous donne les clés pour gérer vos données. Vous en faites ce que vous voulez. Vous avez les données d'usage, les données de vente, les données de validation, les données de géolocalisation. On vous met en place des API qui sont documentées, qui sont avec des dictionnaires de données qui vous permettent de les comprendre aussi, puisque donner de la donnée mais pas pouvoir les comprendre et rien pouvoir en faire, c'est un petit peu compliqué. Et après, à vous de l'exploiter avec des outils qui peuvent venir de Flowbird, mais qui peuvent venir de sociétaires, qui permettra justement de mieux les comprendre et de pouvoir après adapter votre offre en fonction des usages qu'il peut y avoir. Monsieur Vapro, donc, quelle est la position de Calypso sur la souveraineté ? Oui, alors beaucoup de choses ont été dites sur la souveraineté de la donnée. Je vais étendre un peu le débat sur la souveraineté sur le numérique, je dirais. Et je pense que pour une autorité organisatrice, aujourd'hui, une des questions qui se pose, c'est quelle souveraineté j'ai sur les services que j'offre à mes clients, pas seulement sur la donnée, la propriété des données, la maîtrise des données, mais sur le service que j'offre à mes clients. Quel est mon niveau de résilience face à des événements extérieurs que je ne maîtrise pas ? Donc je vais donner une petite analogie. Aujourd'hui, la France dispose d'un schéma bancaire propre, qui est CB, qui n'est pas Visa, qui n'est pas Mastercard, même s'il y a des relations avec. Il y a une démarche aujourd'hui qui s'étend en Europe pour que l'Europe dispose d'un schéma bancaire souverain et indépendant de ces schémas internationaux Visa, Mastercard. La question peut se poser aussi dans le domaine de la billettique, dans le domaine de la désintermédiation de la vente des titres de transport. Quelle souveraineté je peux conserver sur le service que j'offre de vente de mes titres de transport à mes clients face à des schémas internationaux sur lesquels je n'ai aucune maîtrise et aucun impact. Voilà, donc c'est un peu différent, ce que je dis là aujourd'hui est un peu différent de la souveraineté sur la donnée, mais c'est une question, je pense, qui se pose aussi. Très bien. Monsieur Falconet, on vient de vous entendre à la seconde, mais tout à l'heure, vous avez souligné le fait que le MAS doit concerner tous les usagers. Je pense que vous avez à l'esprit les questions de fracture numérique, les questions d'électronisme, les questions de clients non bancarisés, d'usagers en situation de précarité et de leur accès aux tarifs qui peuvent leur être accordés. Donc,
Quelle est votre position? Quelles sont vos attentes? Oui, parce que j'ai réagi un petit peu tout à l'heure à la remarque, l'attente du client, c'est d'avoir son application mobile sur son smartphone et de pouvoir naviguer. J'allais dire, ça, c'est le monde idéal. C'est le client pour vous et l'usager idéal. On a d'ailleurs développé une application, hein, une application unique hein, qui s'appelle Divia, voilà, Divia Mobilité. Donc, sur le smartphone, vous pouvez effectivement voilà, avoir les horaires, choisir votre mode de transport, votre mode de mobilité, le mode de mobilité qui vous convient. Voilà, tout ça, j'allais dire, tout ça, j'allais dire, c'est le monde idéal. Et puis, alors, je suis aussi président de l'association des maires de villes et banlieues de France. Donc, vous allez tout de suite voir où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on a quand même une fraction non négligeable de nos concitoyens qui sont très éloignés de toutes ces applications. Alors, peut-être ont-ils un smartphone, mais s'en servent-ils pour aller chercher du renseignement, pour régler leurs factures, rien n'est moins sûr. Donc, l'autorité organisatrice des mobilités, et c'est un souci très fort pour ce qui concerne Dijon Métropole, c'est d'offrir le meilleur service à l'ensemble des usagers, y compris les usagers qui sont éloignés de toutes ces solutions technologiques très fluides pour quelqu'un qui finalement à la maîtrise de l'outil, maîtrise de l'application et voilà, qui navigue avec facilité j'allais dire, voilà, dans le cybermonde magnifique qu'on nous propose aujourd'hui. Et puis deuxième sujet, c'est la question de l'adaptation de l'offre aux catégories d'usagers. Nous avons une politique forte, une politique tarifaire forte d'adaptation du tarif en fonction des conditions, j'allais dire, des conditions sociales des usagers. Et une des dérives que nous craignons, c'est finalement derrière le masque, c'est aussi le service à moindre coût avec, j'ai employé le terme, je vais l'employer à nouveau cet après-midi, avec finalement des offensives de type ce que j'appelle les flibustiers, c'est-à-dire que on a effectivement une offre de service globale qui est une offre riche, qui est une offre complémentaire entre les différents types de mobilité. Une offre pour laquelle, accessoirement, la collectivité investit, mais je pense que ça sera l'objet d'une autre question derrière, donc je ne veux pas aborder ce sujet-là. Et finalement, est-ce qu'on ne va pas, sous le prétexte d'une grande fluidité, d'une adaptation maximale à des outils numériques que d'ailleurs la collectivité paye cher, hein. Je suis un peu moins optimiste que vous sur les offres, les solutions techniques qui nous sont proposées, parce que, par exemple, sur des adaptations logicielles pour qu'on puisse avoir effectivement une interopérabilité beaucoup plus importante, on voit bien à chaque fois, ça coûte à la collectivité en offre logicielle et en investissement. Donc, tout ça doit être, je crois, pris dans sa globalité. Mais effectivement, la question de la fracture numérique, de l'électronisme et surtout de la poursuite de l'accès à tous à l'ensemble des mobilités, quelles que soient les ressources dont ils disposent, c'est une vraie question pour une autorité organisatrice des mobilités. Merci, Monsieur Falconet. Je crois que Monsieur Mottet veut réagir. Oui, vous aurez remarqué déjà quand j'ai fait ma définition du MAS, je n'ai pas parlé d'application mobile. J'ai parlé de solutions qui permettent de faciliter l'accès aux mobilités. Donc, bien évidemment, ça peut être accessible via une application mobile. On peut voir beaucoup d'applications qui commencent à voir le jour un petit peu partout, mais ça peut être via sa carte bancaire sans contact. Aujourd'hui, on est capable
avec de l'open payment, d'accéder à des transports publics, à accéder à des parkings relais, et demain, bien évidemment, à accéder à toute offre de mobilité. Ça peut être via des kiosques multiservices. Alors nous, Flowbird, on en a 300 000 à travers le monde, dans les rues. Aujourd'hui, ce n'est pas juste un parc-mètre, c'est un kiosque multiservice qui permet d'acheter des titres de transport, des titres de stationnement, de faire une borne de taxi, de louer et de recharger son véhicule électrique, de louer une voiture électrique. Donc, vous avez cette accessibilité. Vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez payer en pièces le fait de louer votre vélo. Ça, c'est pour nous vraiment, vraiment important parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde n'a pas de smartphone et tout le monde ne voudra pas l'utiliser. Ensuite, en fonction des tarifications, la digitalisation ou non permet toujours d'apporter ce besoin de tarification en fonction des usages. Nous avons mis en place début du mois de mai une application MAS à Monaco qui permet de gérer le transport public, le vélo en libre service et également le parking en voirie. Quand vous achetez un titre de transport, on gère les profils. Vous êtes capable d'acheter directement avec votre application un forfait plus de 60 ans, un forfait pour les personnes handicapées, un forfait moins de 26 ans, avec toute la gestion des pièces justificatives, comme on pouvait le faire auparavant dans une agence commerciale en billettique traditionnelle, mais là, on peut directement le faire avec son application mobile. Donc, malgré la digitalisation, on est toujours capable d'accéder et de proposer ces services adaptés. Et de même, hein, pour l'open payment, c'est sûr que les solutions d'open payment au début qui ont été mises en place étaient relativement simples, c'est-à-dire qu'on gérait plutôt une gamme tarifaire très très simple avec un tarif unique et avec un capping au jour. Aujourd'hui, on est capable de faire des choses beaucoup plus complexes avec une optimisation tarifaire sur des durées beaucoup plus longues, hein, à la semaine, au mois, ce qui fait que vous êtes capable de gérer des abonnements avec l'open payment, vous êtes déjà capable de gérer également, bien évidemment, des profils utilisateurs avec des tarifs moins chers pour certaines catégories de personnes. Merci Monsieur Mottet. Monsieur Vapro, quelle est la place de Calypso face à des usagers en situation de fracture, qui sont confrontés à la fracture numérique, qui sont confrontés à une situation d'électronisme, de précarité? Alors nous, on milite effectivement très clairement pour le MAS pour tous, si j'ose dire, c'est-à-dire que le MAS ne soit pas réservé effectivement à une catégorie d'utilisateurs capables de jongler avec un smartphone, ça c'est certain. Aujourd'hui, la plupart des régions disposent effectivement de cartes régionales de transport ou de cartes locales de transport extrêmement performantes. Donc, une des questions à se poser, c'est comment je peux étendre l'usage de ces cartes aux nouveaux services de mobilité. Donc, notre rôle à nous, alors on n'est pas en relation directe ni avec des usagers finaux, ni même avec des opérateurs et des AO, puisqu'on spécifie et on donne des briques logicielles à des vendeurs, comme sont des industriels, comme peuvent être les 4 personnes à côté de moi aujourd'hui. Mais nous, le but, c'est de faciliter, si vous voulez, l'usage d'une solution existante qui a fait ses preuves, qui est performante, et de la rendre accessible à tous et de permettre à ce qu'elle soit appropriée par de nouveaux acteurs de la mobilité qui n'ont certainement pas les moyens ni de Conduent ni de Flowbird aujourd'hui, qui sont des acteurs professionnels, qui sont longuement établis et qui peuvent bâtir des solutions techniques autour d'un standard comme Calypso avec leurs propres connaissances. Aujourd'hui, des petits acteurs dans les nouveaux domaines de la mobilité n'auront pas cette possibilité facilement de le faire. Donc nous, notre objectif, et c'est ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est d'ouvrir l'accessibilité aux cartes de transport existantes pour qu'elles puissent être étendues dans le domaine des services de mobilité nouveaux, bicyclettes, scooters, tout ce qu'on peut imaginer, d'une manière très simple. Et nous avons mis en place une démarche open source, c'est-à-dire de proposer des composants open source qui permettent à tous ces acteurs de s'approprier les hautes performances que peuvent offrir les cartes Calypso avec une facilité, une simplicité de mise en œuvre qui n'était pas le cas jusqu'à présent et que cette solution open source permet de faire. Très bien. Donc ça, c'est disponible pour tout le monde, pour tout industriel, pour tout opérateur, pour tout fournisseur de solutions de mobilité. Et on travaille avec un certain nombre. D'ailleurs, je suis content de voir que pratiquement, les 4 qui sont autour de moi, travaillent aujourd'hui sur ces solutions open source que nous proposons. Merci Monsieur Vapro. Monsieur Cabanis, vous voulez intervenir? Oui, merci Monsieur Falconet de ce rappel tout à fait pragmatique à l'importance de laisser personne sur le côté. En effet, je pense qu'il faut faire très attention à des angles morts. Nous avançons tous
autant que nous sommes ici sur des questions comme le paiement à la validation, comme l'open payment. Mais si c'est pour, en parallèle, ne pas prendre en compte des usages occasionnels de personnes qui n'ont ni carte ni smartphone et qui ont besoin de tickets thermiques ou de billets sans contact ou de clap, quand bien même cela ne serait pas une solution environnementale optimale, eh bien il faut être pragmatique. Lorsque l'on parle de masse interurbain, parce qu'on va y venir, si on pense bien sûr au transport à la demande, il faut aussi penser au TPMR. Etc. Et donc le fait de toujours avoir un œil pragmatique sur le fait de s'assurer qu'il n'y a pas d'angle mort en termes de type d'usager est vraiment très important. Et puis... Merci Monsieur Cabanis. Monsieur Alix, sur la facture numérique, sur éventuellement bien tout simplement la vente de titres de transport à bord, ça peut sembler très 20e siècle comme idée, mais ça reste une réalité. Oui, je pense qu'il y a plein de façons de travailler ce volet-là, pour ne laisser personne de côté. On peut chercher à faire des liens entre le MaaS digital et le monde physique, par exemple. Donc ça, c'est des pistes de travail qu'on a, nous, au niveau de la RATP. Effectivement, il y a beaucoup d'agents qui sont en station. Donc on opère un réseau de transport et on peut aussi leur donner des rôles pour guider des gens qui auraient besoin. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont le téléphone dont je parlais tout à l'heure dans la poche et le taux de pénétration quand même des smartphones est très très important, hein, que ce soit sur Android ou sur Apple. Donc il faut effectivement avoir une politique qui embrasse un peu tous les publics et qui, comme vous le dites, sache cibler. Parce qu'en fait, vous avez déjà une politique qui cible et demain, sans doute, vous ciblerez encore plus puisque vous allez avoir une politique de mobilité plus élaborée parce que peut-être... les enjeux là, de décarbonation, donc le CO2, on a des enjeux à 2030 en fait pour la France, et un des premiers leviers c'est la voiture dans les accès au centre-ville. Donc il va y avoir beaucoup de politiques qui vont se monter par rapport à ça. Et évidemment, elle va devoir s'adapter par rapport à différents publics. Et le MaaS permet aussi ça. Il permet aussi peut-être des fois de faire de l'interopérabilité quand on ne peut pas le faire avec de la billettique, si l'application MaaS est liée à deux réseaux, il va pouvoir vendre à la fois un ticket d'un réseau et un autre de l'autre. Alors ce ne sera pas combiné, ce sera moins bien que quand l'interopérabilité existe, mais ce sera quand même quelque chose, parce qu'on restera avec une solution dans sa poche et un parcours très très fluide. Et je pense qu'il ne faut pas perdre la finalité du MaaS quand même, qui est d'adresser le problème de congestion dans les villes. Alors je sais qu'on va changer un peu avec le télétravail, mais il y aura quand même, plus il y aura de gens dans les voitures, plus on aura de problèmes de congestion, il faut quand même l'adresser. Et puis on veut gagner en CO2, donc ça sera avec de l'électrification du parc automobile, mais certes, mais ça se fera aussi avec de plus en plus de gens qui décideront de combiner du transport en commun, parce que comme vous le dites, le transport en commun, c'est la colonne vertébrale. Mais autour de cette colonne vertébrale, il faut et d'ailleurs vous l'avez mis en place à Dijon, il faut plein de petites périphéries pour le premier kilomètre, pour le dernier kilomètre, avec beaucoup, beaucoup de mobilité. Et au-delà de ça, il faut accompagner l'utilisateur sur ses usages. Et donc ça, c'est aussi un nouveau métier qu'il faut apprendre à faire. C'est-à-dire, effectivement, aussi aller chercher ses clients, les ramener dans ses applications quand ils sont équipés et qu'ils ont envie de le faire. Et puis, comment... travailler ce lien entre l'utilisateur et l'application pour que l'application soit de plus en plus utilisée, pour qu'il y ait un maximum de services et que ces choix dont je parlais tout à l'heure, donc les choix qu'on fait au quotidien, on puisse se baquer sur cette application dans sa poche. Parce que, alors nous, on a fait une expérimentation avec Île-de-France Mobilité, je me permets juste d'en profiter, qui s'appelle Max. Donc ça, c'était de janvier à juillet de 2020. Et on a équipé 2000 personnes d'une application MaaS et on les a suivis avec BVA qui posait des questions tout le long. Donc on a pris la première grève en janvier, on a pris la première vague de Covid, c'était mars. On a repris le truc qui repartait après mars, puisqu'on est sorti de la première vague avant de prendre la deuxième. Et donc ce qui est permanent, c'est que le besoin utilisateur, à travers toutes ces périodes, il n'a pas changé. Chaque fois qu'on leur posait la question, c'est « je veux gagner du temps ». Oui, ça m'intéresse. Alors, est-ce que ces applications, je les connais?
Les 2 tiers, ils disent non. On explique ce que c'est que le MAS avec cette articulation de tous les modes et le fait de pouvoir préparer, réserver, payer, être guidé. Les gars, ils disent oui, 2 tiers, ils sont intéressés. Donc on voit déjà qu'il y a un énorme effort de pédagogie, il faut aller les chercher. Et puis après, vous en tirez quoi finalement de cette application maintenant que vous avez commencé à l'utiliser? C'est je veux gagner du temps. Ah ouais, je veux gagner du temps. Donc là, ma situation à moi, elle ne ressemble pas à mon voisin. Hein. Moi, j'habite là où j'habite, je vais travailler là où je travaille. Ce matin, il fait beau, je peux peut-être prendre une autre mobilité. Peut-être il ne fait pas beau et j'ai envie de prendre le transport en commun, ou peut-être ma voiture. Et ces choix-là, ils sont vraiment très très nombreux. Et les ramener sur une mobilité consommée comme un service, c'est s'assurer qu'au final, on consommera moins de CO2, il y aura moins de congestion dans la ville, donc on aura une meilleure qualité de ville. Et ce travail-là, c'est vraiment l'autorité organisatrice qui a pour rôle de le structurer, et puis il va être aidé avec tout un tas d'acteurs de l'écosystème. Et voilà, donc il va y avoir des contrats. Et après, ce que vous en faites, ça dépend vraiment des relations qui sont nouées entre chaque acteur et l'autorité organisatrice, ou alors entre chaque acteur, nous-mêmes, on va devoir on fait des accords avec des fournisseurs de vélos, trottinettes, de VTC, etc. Et c'est ça qui est assez enthousiasmant, je trouve, dans le MAS, c'est que tout est ouvert, le marché naît à partir du moment où la LOM et ses derniers décrets, donc, cet été, ouvre la data qui permet d'alimenter ces calculs, et ouvre aussi la vente de titres qui permet d'avoir une expérience fluide, quoi. Et voilà, donc ces routines, accompagner les voyageurs dans ces routines, je pense que ça doit être c'est un rôle qu'il faut que beaucoup d'acteurs différents essayent de craquer, et que cet écosystème arrive à fonctionner avec, encore une fois, des obligations pour la LOM sur un certain niveau de collaboration, mais qui reste faible, et sur un niveau plus intégré, celui qui va chercher à faire de l'impact, c'est-à-dire à changer les routines, à économiser le CO2, à adresser à terme la congestion, ça ne sera pas en 6 mois, en 1 an. Sur ces niveaux-là, il faudra être beaucoup plus intégré. Et c'est à ce moment-là où vous aurez besoin de vous intégrer plus profondément avec les outils qui sont les nôtres. Vous aurez le choix avec des solutions plus ou moins légères, plus ou moins lourdes. Et puis peut-être avec des modes de software as a service comme on fait aussi, ou peut-être sur des modes plus traditionnels. Donc il y aura beaucoup de choix à faire par les autorités organisatrices. Et c'est bien parce que finalement, vous avez beaucoup la main. Enfin, moi, c'est un peu mon message. C'est que vous avez beaucoup la main pour que dans votre écosystème, le MAS fonctionne. Et puis, il y aura des régions qui arriveront mieux que d'autres qui rattraperont les précédentes. Voilà, je pense qu'il y a aussi un effet un peu d'émulation pour que ce marché naisse, avec sa promesse sociétale qui est quand même très forte. Et ce besoin pour l'utilisateur demain d'être accompagné. Parce que les choix vont devenir plus compliqués et qu'il y aura plus de choix à faire. Merci, Monsieur Alix. Monsieur Sanglier, je reviens sur la... Non, il est à votre droite. À propos des laissés pour compte du MAS, de la fracture numérique, donc quelles sont les solutions que vous pouvez apporter au marché pour éviter qu'il y ait des laissés pour compte du MAS? Après, le MAS en tant que tel est malgré tout articulé normalement autour d'une solution digitale. Un smartphone, c'est quand même dans sa définition, malgré tout. Ceci dit, j'ai la chance, moi, de travailler dans une entreprise qui répond à des appels d'offres dans le monde entier, aujourd'hui, dans plus de 30 pays. Et on n'a jamais vu, si ça peut vous rassurer, on n'a jamais vu autant, en 2 ans, d'appels d'offres concernant des systèmes conventionnels, malgré tout. Conventionnels dans le sens où il n'y a jamais eu autant de renouvellement de distributeurs automatiques, d'infrastructures, de machines physiques pour continuer à avoir des points d'interaction avec les personnes. On continue d'émettre des titres physiques en plus de ces plateformes. Donc ce n'est pas antinomique. Les collectivités investissent aussi bien en Australie, aux États-Unis, en Scandinavie, dans toute l'Europe, en Italie également, dans des systèmes MAS sans pour autant négliger le volet conventionnel. On sait très bien depuis 50 ans qu'on est dans les systèmes billettiques, qu'il y a une inertie phénoménale, qu'il y a des noms bancarisés, qu'il y a des noms numérisés, que ces gens doivent être pris en compte. Ou alors on leur offre un téléphone, c'est une autre solution, on offre un téléphone à chaque personne, ce serait l'extrême. Puisqu'on n'est pas loin, en termes d'équipement, on n'est pas très loin finalement du 100% aujourd'hui. Même on est à plus de 100% parce que certains ont 2 voire 3 téléphones.
Je ne dis pas que c'est la bonne solution, hein, mais certains y ont pensé, de doter, à la limite, on irait en agence, dans une agence de mobilité, on recevrait un smartphone et, qui rentrerait dans le prix de la formule. C'est une solution, ce n'est pas celle nécessairement que nous promulguons, nous ne sommes pas opérateurs de téléphonie ni fabricants de téléphone. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les autorités dans le monde entier investissent encore dans des systèmes conventionnels pour se prémunir, disons, pour l'avenir. Et néanmoins, investissent toutes également dans le MaaS parce que c'est incontournable. Oui, donc Monsieur Vapro va intervenir. Juste une remarque sur ce que vous venez de dire. Effectivement, le smartphone reste au cœur des dispositifs qui permettent le MaaS. C'est la dématérialisation des titres de transport, donc ça répond parfaitement. En plus, au couplage information voyageur et paiement qui est essentiel. Mais là où je veux réagir, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un smartphone dans la poche pour devenir un utilisateur des fonctions du smartphone. Si on regarde aujourd'hui l'usage des applications simplement d'information voyageur, le parc est 80% Android, 20% iOS au point de vue smartphone. Et l'utilisation des applications, c'est 50%, 50% entre les deux. Ça veut dire que dans le monde Android, vous avez énormément de porteurs de smartphones qui n'en font aucun usage autre que téléphoner aujourd'hui. Donc, on leur met dans les mains un téléphone, il a des fonctions de smartphone, mais il ne l'utilise pas. Donc, ça n'est pas qu'une problématique de mettre un smartphone dans la poche de tout le monde ou d'avoir un smartphone, c'est que les gens l'utilisent pour des fonctions de ce type. Merci, Monsieur Vapro. Monsieur Falconet, il me semble que vous avez la volonté de ne pas favoriser un mode de transport plutôt qu'un autre et de favoriser l'intermodalité. Qu'est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce point? Oui, alors, s'il y a un mode de transport qu'on ne souhaite pas favoriser, c'est l'autosolisme. Voilà, donc on parlait de congestion des centres-villes. Voilà, nous, on a un sujet, hein, c'est 37 000 véhicules jour qui entrent et sortent de la métropole dijonnaise, avec tout ce qui va bien, ou plutôt ce qui va mal, hein, de la pollution, pollution de l'air, des engorgements sur les points d'entrée. Donc l'autosolisme, on fait tout pour diminuer la part du véhicule individuel conduit par un seul, enfin utilisé par un seul utilisateur sur Dijon Métropole. D'ailleurs, c'est une des conséquences que j'ai pas évoquées tout à l'heure, hein, une des conséquences de la crise de la Covid. C'est-à-dire qu'on avait on a vécu sur Dijon Métropole une année exceptionnelle, hein, 2019, en termes d'augmentation de la part modale des transports en commun, des mobilités actives avec des opérations un peu phares, Dijon sans ma voiture, qui ont très bien fonctionné et qui montaient on va dire, qui montaient en puissance. Et puis la crise sanitaire est arrivée et on se rend bien compte, ne serait-ce que sur la part des recettes pour la collectivité qui proviennent du stationnement en voirie, on voit bien que voilà, l'automobile a repris une place et il va falloir regagner à nouveau des parts modales sur les autres modalités de transport. Donc oui, nous on est vraiment dans une vision intégrée. C'est pour ça que je voudrais pas, surtout pas que vous pensiez que on est opposé à l'intégration. Ce qu'on a mis en place dans le contrat de mobilité, contrat de délégation, qui est une délégation sur une mobilité globale. On a mis aussi, j'ai oublié de les citer tout à l'heure, mais on a des mobilités, des offres de mobilité avec du transport à la demande sur les communes de deuxième couronne. On a de l'autopartage qu'on peut retrouver sur l'offre de mobilité d'IVIA, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de combiner au maximum toutes les offres de mobilité possibles sur le territoire pour offrir à chaque usager, quelle que soit sa situation dans la métropole, qu'il habite au cœur de ville de Dijon, en première couronne ou en deuxième couronne, le meilleur service de mobilité qui soit adapté à ses besoins, mais aussi qui soit adapté aux capacités financières de la collectivité. Parce que
bon, on en a parlé aussi lors de la préparation. On n'est pas prêt à Dijon Métropole à passer au transport gratuit parce que ce sont des investissements, c'est du service, ce sont voilà, des charges de fonctionnement et sauf à avoir effectivement un versement mobilité, d'avoir un port international ou un aéroport qui vous permettent de développer cette gratuité, c'est proprement impossible, particulièrement après la crise de la Covid. Donc oui, plus de mobilité, oui, le MaaS correspond selon nous à cette amplification de l'intermodalité et d'une plus grande intégration des différents modes de mobilité. Mais tout de même, je voudrais juste te donner un chiffre, hein. Aujourd'hui, on est à environ 190 000 voyages par jour sur le réseau et on est encore entre 5 et 7% de voyages avec de la vente à bord. Donc, on était à 10%, on est donc à 5%, environ 9 000. Voilà. Euh, c'est toujours 9 000 voyages qui sont payés j'allais dire avec de la monnaie à bord, dans les bus, avec des gens qui sont très très loin de ces offres mobiles. Et puis, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Tout à l'heure, il a été dit hein, que c'était des voyageurs occasionnels. Ce sont des voyageurs captifs de la mobilité. Moi, je peux vous parler du quartier politique de la ville sur Chenauve, hein, qui est un quartier politique de la ville d'intérêt national. On est en taux de motorisation des ménages à moins de 1 véhicule par ménage. Alors que sur d'autres communes beaucoup plus riches de la métropole, on est à près de 3 véhicules par ménage. Donc, quand on a moins de 1 véhicule par ménage sur un quartier, forcément, on dépend de l'offre de transport en commun pour aller au travail, pour aller faire ses démarches à la CPAM, parce que la CPAM a fermé ses centres de proximité pour regrouper tous les centres sur le cœur de ville, sur le cœur de la métropole. Pôle emploi, il faut se déplacer aussi en bus ou en transport en commun. Donc, ce n'est pas une mince affaire pour les. C'est pas une mince question que celle de ces populations qui sont finalement toujours un peu laissées pour compte de ces grands mouvements de modernisation et de progrès technique. Merci, Monsieur Falconet. Monsieur Mottet voulait intervenir sur l'intermodalité. Bah, tout ce que vous dites montre bien la nécessité aux collectivités de gérer leur mobilité. Ça, c'est eux qui décident comment les mobilités doivent être dans une ville, ce qui est super important. Au-delà de ça, je pense que quand on gère une mobilité dans une collectivité, il faut qu'elle soit garant de l'intérêt collectif. Si je prends un exemple, sans stigmatiser, mais Uber, quand il va d'un point A à un point B, il ne se soucie pas s'il fait passer des voitures devant les écoles à 11h30 le matin. La ville, la collectivité, c'est pas ce qu'elle souhaite. Une rue où il y a des écoles, on essaye de limiter les passages entre 11h et midi, par exemple. Donc nous, ce qu'on veut mettre en place, hein, et ce qu'on met en place en ce moment via un partenariat public-privé, c'est compléter notre plateforme MaaS avec avec des algorithmes d'intérêt collectif qui permettent d'inciter les gens à utiliser les mobilités comme la collectivité l'a souhaité. C'est-à-dire que si la collectivité veut pousser entre telle et telle heure, telle mobilité, eh ben, elle va pouvoir inciter l'usager via la tarification. Si elle souhaite avoir une mobilité plus verte, elle va pousser un peu plus les modes doux, et en prenant en compte différentes données qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, je vous parlais des rues avec les écoles, on peut parler de la météo, on peut parler aussi des préférences des utilisateurs. Une personne sportive, elle va peut-être être plutôt intéressée pour faire du vélo. Une personne qui est en costume cravate, elle va peut-être pas vouloir partir en vélo. Donc, il faut prendre en compte les intérêts collectifs, les préférences individuelles pour pouvoir gérer cette collectivité et qu'elle soit plus harmonieuse au sein d'une ville. Monsieur Cabanis voulait intervenir sur l'intermodalité. Oui, qui viendra en complément. C'était fort intéressant. D'un point de vue très prosaïque,
quel est notre rôle pour, en tant que billetticien, avec notre savoir-faire transactionnel, pour combattre cet autosolisme? C'est assez simple, c'est accompagner les autorités organisatrices dans le fait de passer du premier étage, qui est la distribution de titres mono-opérateurs, mono-modo, au deuxième étage, qui est la distribution de titres interopérables, donc interopérables au sein d'un même mode, c'est l'interopérabilité billettique entre ABT et carte centrique, mais c'est aussi le fait de vendre des titres bimodaux, par exemple, des tarifs combinés entre transport collectif et un forfait trottinette, par exemple. Et puis le troisième étage, plus simple d'un point de vue technique, mais plus complexe d'un point de vue gouvernance, et je me tourne vers l'autorité organisatrice, c'est le fait d'arriver au forfait intermodaux, de la même manière qu'on a des abonnements en transport collectif, d'avoir des forfaits qui prennent un certain nombre de modes, en tout cas, voire tous, dans un package. Très bien, je vous remercie Monsieur Cabanis. Monsieur Alix, je crois savoir que RATP Smart System a fait l'acquisition de MAPI, donc je pense que vous avez des choses à nous dire en multimodalité. Oui, effectivement, pour nous, on discute beaucoup avec les AOM sur ce sujet-là, puisque en fait, l'application MAPI, c'est, encore une fois, c'est 12 millions de visiteurs chaque mois, et à 80%, ils sont voitures. Donc en fait, c'est une audience qui est voiture. C'est la troisième application de mobilité derrière Google et Waze. Et puis effectivement, nous, le sens d'avoir MAPI au sein du groupe RATP, de RATP Smart Systems, c'est de pouvoir proposer des solutions aux AO aussi pour aller chercher les automobilistes. Donc ces automobilistes, ils ont besoin aussi d'être guidés. Il va y avoir des politiques du coup qui sont le rôle de l'AOM, hein, d'organiser tout ça, qui est de dire, ou de la ville. On voit que par exemple, ici on est à Paris, donc on va avoir des quartiers qui vont devenir piétons, vélos et pas voitures. Ça, c'est à prendre en compte effectivement dans nos habitudes et nos itinéraires. Et puis on va avoir aussi des moments où on a droit d'y aller, des moments où on n'a pas le droit d'y aller. On va vouloir encourager le fait que l'automobiliste se rapproche du centre-ville, mais n'y rentre pas, peut-être dans des parkings relais, mais peut-être des fois il n'y a pas assez de parkings relais, donc on peut utiliser aussi des parkings privés. Donc il faut aussi le guider pour dire, ok, tu vas de là à là, mais tu pourrais t'arrêter à ce parking-là et finir en transport en commun. Donc c'est là où, dans les recherches sur l'application, on va avoir un trajet alternatif au trajet pure voiture. Et puis on peut aussi penser au covoiturage. Donc du coup, si j'ai une voiture, je peux recruter des gens pour aller prendre d'autres passagers. Et puis, à contrario, il peut y avoir aussi des gens qui sont plutôt au transport en commun et qui ont besoin il y a une voiture qui passe et ils vont vouloir rentrer dans la voiture pour gagner du temps. Ce qui est important dans ce que vous aviez souligné tout à l'heure, c'est que pour bien réussir, à mon sens, il faut être très data. On parlait aussi de data avec la souveraineté, donc ça c'est vrai, pas qu'uniquement sur de la billettique, c'est sur la souveraineté au global, y compris dans la carte, y compris dans les algorithmes, sur les recherches d'itinéraires, tout ça. Mais il faut aussi utiliser, à notre sens, l'intelligence artificielle, parce qu'il y a deux trucs à concilier. Il y a d'un côté un besoin individuel, donc avec la personnalisation, on a parlé de préférence, mais au-delà de juste dire j'ai une préférence et je l'applique, c'est aussi je reconnais dans ton comportement quelque chose qui fait que ça devrait te plaire et en même temps ça contribue à une politique de mobilité. Donc, et de l'autre côté, il y a la politique de mobilité qui, si elle est trop rigide, exprimée pour 500 000 personnes ou 100 000 personnes ou 80 000 personnes, quand le gars il va le recevoir, lui qui a son voyage à faire, ça va pas fonctionner. Et donc pour concilier le fait de pousser une stratégie avec une politique de mobilité et le fait d'avoir une réponse individuelle, on pense qu'on peut mettre de l'intelligence artificielle là-dedans, et c'est la raison pour laquelle on a créé au sein de RATP Smart System un data lab, donc avec pas mal de data scientists top niveau pour aller craquer ces sujets-là. Et donc on le fera avec l'application MAPI, on le fera avec l'application RATP. Oui, c'est deux grosses audiences qu'on a, mais on le fera aussi dans nos applications qu'on va proposer aux autorités organisatrices quand elles auront choisi de prendre nos solutions en marque blanche. Merci Monsieur Alix. Monsieur Sanglier, est-ce que Conduent a également ses data labs pour développer l'intermodalité? Pas de data lab dédié à ces questions-là. On travaille depuis maintenant 20 ans sur les questions d'interopérabilité, d'intermodalité, effectivement.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on parlait de la voiture aussi tout à l'heure. Pour nous, j'avais envie de faire deux remarques. La première, c'était sur l'automobile, le rôle de l'automobile. Si je prends la solution qu'on a déployée sur la région Hauts-de-France notamment, l'automobile n'est pas un gros mot. Elle est incontournable dans des territoires qui sont mal desservis effectivement par les transports en commun en l'occurrence. Et si on regarde les choix qui sont proposés par défaut sur notre calculateur d'itinéraire, on constate que l'automobile est souvent présente dans les résultats parce qu'on va proposer la solution transport en commun la plus rapide et à défaut, une solution de rabattement avec l'automobile. À un moment donné, l'automobile soit privée sur le propre véhicule, soit une solution de covoiturage. Effectivement. C'est une première remarque. La deuxième, c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qui n'a rien à voir, mais c'était sur le côté captif des clients. Ça fait maintenant 30 ans que je travaille dans ce domaine des transports collectifs et j'ai toujours entendu que de toute façon, le revenu des réseaux de transport en commun était généré par les billets unités majoritairement et par des gens qui n'ont pas les moyens et qui payent du ticket unité. Or, d'un point de vue technique, comme le disait François Mottet tout à l'heure, on a toutes les solutions aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'avez fait sur Dijon avec la carte bancaire. Alors vous allez me dire peut-être que ces gens qui sont de milieux défavorables n'ont pas de carte bancaire. Et pourtant, on a tout ce qu'il faut pour inciter les gens aujourd'hui à disposer du meilleur tarif, que ce soit pour une journée, pour une semaine, avec des plafonds hebdomadaires, mensuels. Et ça ne se fait pas. Même pour les gens bancarisés. Est-ce que ça ne se fait pas aussi parce que finalement, en termes de recettes, vous n'avez pas intérêt au niveau de la collectivité à ne pas le faire, puisque finalement, si vous percevez moins de recettes des tickets unités, vous déséquilibrez aussi vos comptes? Non, 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 non. Je me permets d'intervenir. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Je voudrais quand même rappeler juste un chiffre. Et là, je ne parle pas de mobilité, je parle d'accès aux droits globalement. En France, il y a 30% de personnes qui n'accèdent pas à leurs droits parce que tout simplement, ils ne savent pas qu'ils y ont accès. C'est valable pour les mobilités, c'est valable pour la santé, c'est valable pour voilà, l'accès aux droits. Donc, si vous voulez, les autorités organisatrices, et je vais dire l'autorité organisatrice des mobilités que je représente, à savoir Dijon Métropole, elle n'est pas dans cette vision cynique de faire des économies et surtout de faire payer à ceux qui en ont. Je veux dire, parce que si je vais jusqu'au bout de votre logique, voilà, c'est de faire payer tout le monde le plus cher possible. C'est vraiment pas notre philosophie. Et voilà, je vous le dis avec le sourire, mais je peux pas vous laisser dire ça. Voilà, merci. C'était de la provocation. C'était de la provocation et je réagis à la provocation. Monsieur Vapo veut intervenir. La continuité de ce sujet, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, au contraire, les autorités organisatrices, on le voit en Ile-de-France, on le voit dans beaucoup d'autres endroits, s'orientent beaucoup vers les systèmes de type pay-as-you-go, qui permettent en fait aux clients de bénéficier du meilleur tarif, quelle que soit leur consommation de transport. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que quand on parlait d'abonnement, c'est un abonnement qui permet de couvrir tous les usages, qui, à mon avis, va devenir de plus en plus populaire après la crise de la pandémie, parce que l'usage du transport public va quand même évoluer beaucoup. On le voit déjà, il suffit de regarder une rue de Paris aujourd'hui pour voir à quel point les usages du transport ont... Et donc les gens ne seront plus prêts forcément à financer un abonnement forfaitaire de transport public partout pendant un mois. Ils voudront quelque chose qui correspond beaucoup plus à l'usage qu'ils vont faire du transport et qui sera de plus en plus équilibré entre les nouveaux modes et les modes de transport public. Donc je pense qu'au contraire, je défends les AO, mais je pense qu'elles servent aujourd'hui l'intérêt des utilisateurs pour qu'ils restent fidèles aux systèmes de mobilité qui ne sont pas le véhicule individuel, parce que si on continue à les enfermer dans des schémas tarifaires de type abonnement forfaitaire, au bout d'un moment, ça ne le fera plus. Merci Monsieur Vapro. Monsieur Falconet, la LOM, le MAS et la biéthique totalement remaniée vont entraîner l'apparition de plateformes de commercialisation de titres de transport, ces plateformes qui pourront être totalement indépendantes des AOM et des opérateurs de transport. Ces plateformes, cette ubérisation de la vente des titres de transport, qu'est-ce que vous en espérez? Ça, c'est l'aspect positif. Et qu'est-ce que vous en redoutez? Ça, c'est l'aspect négatif.
Alors, ce que j'en espère, pas grand-chose, à vrai dire, parce que je, je- alors, je suis accompagné d'une technicienne, hein, parce que c'est quand même un sujet très technique. Moi, voilà, j'ai pas forcément toutes les subtilités que vous possédez en tête. Donc, Madame Fuseau, qui est directrice adjointe du service mobilité de Dijon Métropole, est à mes côtés. Elle me souffle voilà, pendant les pauses les choses. Elle me faisait remarquer une chose tout de même, et je vais tout de suite venir aux craintes. On parle d'ubérisation, c'est un risque, oui, c'est un risque. C'est un risque certain. Et puis, je voudrais simplement rappeler qu'on est aussi dans un monde où quelques-uns maîtrisent parfaitement euh, les, euh, les échanges de données, les algorithmes, et ça fait des années qu'ils brassent des millions, voire des milliards d'informations. Ce sont les GAFA. Est-ce que finalement, euh, en ouvrant, en digitalisant encore plus hein, la relation. Alors, j'ose parler de la relation usager. Moi, je ne parle toujours pas de relation client. Est-ce que finalement, on ne va pas laisser le champ complètement ouvert à voilà, à des multinationales voilà, j'allais dire, dont c'est quasiment le cœur, le cœur que de maîtriser la donnée, de les vendre, de les échanger, de les posséder, parce on sait très bien que c'est un vrai pouvoir. Moi, il y a une question, et puis ça sera la dernière question, c'est qui paye? Très bien, ben, on va la poser à Monsieur Motet qui voulait intervenir. Je voudrais juste préciser la question, c'est qui paye? Parce que je vois par exemple sur Dijon Métropole, on a installé, je vous l'ai dit, hein, 20 km de tramway. 20 km de tramway, ça a été une dépense de 400 millions d'euros consentie par la collectivité. Là, l'open payment, alors on est sur un partenariat public-privé, c'est une solution originale qui a été développée, c'est du R&D, voilà, c'est un progrès, mais auquel la collectivité a très largement contribué. Toutes les infrastructures de transport de mobilité sur un territoire, c'est bien l'autorité organisatrice et donc l'usager et donc le contribuable qui participe à cela. Et voilà, voir des gens au nom d'une concurrence libre et non faussée, finalement, s'emparer de tous ces investissements qui ont été consentis sans nécessairement de contrepartie, c'est quand même une vraie question démocratique et c'est une vraie question par rapport à l'utilisation de l'argent public. Merci Monsieur Falconet. Monsieur Motet voulait intervenir donc sur la place des plateformes dans la commercialisation des titres de Oui, transport. un point positif de la LOM et puis de la digitalisation, c'est l'explosion, on va dire, des canaux de vente. Hein. Donc, on parlait des GAFA pour citer eux. Oui, ils apportent un certain intérêt via leur plateforme avec les utilisateurs qu'ils ont. Donc, ça vous permet, vous, de vendre vos titres de transport ou de mobilité via d'autres plateformes. Mais attention, je mettrai deux ou trois warnings autour de ça. C'est la première, c'est comment Google se positionne sur un échelon national. Donc, pour venir à Paris, j'ai aucun doute. Pour venir à Dijon et avoir un service de qualité à Dijon, ce sera déjà plus difficile. Et si on veut avoir un service personnalisé pour toutes les personnes, ce sera encore plus difficile puisque Google gère les 80 personnes qui représentent la population, mais les 20% qui ont des droits différents, qui ont des préférences un petit peu particulières, je ne pense pas qu'ils vont s'amuser à les gérer, ça c'est la première chose. Et ensuite, bah, c'est tout ce qui va autour de la gouvernance des données, c'est-à-dire que qui est un canal de vente supplémentaire, pourquoi pas, mais comment Google se rémunère, comment Google gère les données, comment il vous donne les données qui ont été générées. C'est toute cette gouvernance qui va autour. Donc ça peut être très positif, mais ça peut être aussi très dangereux. Donc il faut faire attention. Il faut faire Merci. attention quand on met en place ce genre de système.
Merci, Monsieur Motin. Monsieur Cabanis, vous voulez intervenir sur les nouvelles plateformes, sur les nouveaux entrants sur le marché de la commercialisation des titres de transport? Oui, tout à fait. Alors, déjà, je vais parler de ce que l'on peut constater. On le voit avec un trade line vis-à-vis d'un SNCF. On le voit dans d'autres pays comme la Suisse, la Norvège, le Danemark, qui sont à des niveaux de centralisation de la distribution qui fait que je peux acheter mon titre pour l'autre bout du pays depuis n'importe quel vendeur. Et je pense arriver à cette conclusion qui est que il ne faut pas trop craindre ces plateformes, dans le sens où s'ils se contentent de vendre des titres monomodo, mono-opérateurs, sans réelle valeur ajoutée pour l'usager final, voilà, ça frappe shit. Si en revanche il y a une construction intelligente autour de la gamme tarifaire, autour de titres intermodaux, de titres interopérables, avec un côté vraiment en couverture de l'ensemble du trajet du point A au point B, avec premier kilomètre et dernier kilomètre inclus, à voir. Merci. Merci, Monsieur Cabanis. Vous avez dit un gros mot, vous avez dit valeur ajoutée. Peut-être que Monsieur Alix veut développer. Contribution à la politique de mobilité des autorités organisatrices. C'est ça la finalité. Donc effectivement, moi je suis assez d'accord avec vous. Et je vais revenir d'ailleurs sur une qualification que vous avez fait tout à l'heure. Ça dépend du coup du niveau d'intégration des masses. Donc au départ, vous avez des applications qui faisaient que de l'information voyageur. Après, on commence à vendre du titre, donc, comme fait l'application RATP depuis pas mal de temps. Hein. On vend les titres aussi dans nos applications. Ça, c'est le niveau 1 et le niveau 2. Sur le niveau 1 et le niveau 2, la LOM, elle est très claire, elle oblige tout le monde à ouvrir les données d'un côté, donc qui est nécessaire pour faire de l'IV, et des algorithmes pour l'itinéraire, etc. Et de l'autre côté, elle ouvre la vente de titres. Donc par contre, la LOM, elle dit autre chose. Elle dit sinon, il y a d'autres modèles un peu plus profonds. Donc dans la littérature, on parle du niveau 3 et du niveau 4. Le niveau 3, c'est quand on commence à mettre des logiques effectivement de forfait, de combinaison de titres multimodaux, etc. Et le niveau 3. Et le niveau 4, qui est le Graal du MAS, qui est en fait de travailler le report modal avec des incentives. Donc sur le niveau 3 et ce niveau 4, les autorités organisatrices qui souhaiteront descendre devront trouver des partenaires qui voudront descendre. Ce qui est sûr, c'est que si le marché reste sur le niveau 1 et 2, il y a des chances que des très très gros acteurs qui ont des business models adjacents prennent une bonne partie des ventes. Et donc le salut pour moi, c'est d'aller chercher le bénéfice sociétal qui n'est possible que quand on change les routines de mobilité, et donc d'aller beaucoup plus loin en termes d'intégration avec les billettiques, mais aussi avec l'écosystème, avec les vélos, les trottinettes, les VTC, pour quand l'offre de transport n'est pas suffisante, etc., le stationnement. Et donc d'aller chercher ces intégrations et d'aller explorer ces logiques tarifaires qui participeront au changement en fait, des gens qui arrêteront, qui consommeront moins la voiture pour aller consommer de la mobilité comme un service. Donc ça, c'est vraiment important de le visualiser. Et d'autre part, l'autorité organisatrice, elle va aussi prendre des choix, je disais, d'accès à la ville. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez des actions qui sont de dire je crée des pistes cyclables, je ferme des quartiers à la voiture, je crée des parkings relais, j'incite le covoiturage, alors vous commencez à enrichir l'offre de mobilité dans laquelle l'utilisateur pourra piocher à partir du moment où il a l'application qui va l'accompagner dans ses choix. Et c'est ça qui va faire la différence d'expérience entre la voiture et le transport en commun plus les autres mobilités. Si vous ne travaillez pas ce différentiel d'expérience en termes de temps, de confort, on a parlé de ça tout à l'heure, de temps, de confort du côté pratique, fluide du parcours, alors il y aura toujours un intérêt aux gens qui ont déjà une voiture de ne pas l'abandonner. Et donc c'est important de mettre en perspective le MAS, de ce bénéfice sociétal, du gain en CO2 et de la congestion. Très bien. Monsieur Sanglier, est-ce que vous souhaitez intervenir? Si vous permettez juste, je vais être obligé de vous quitter, je suis vraiment désolé. Juste une remarque, il ne faudrait pas que la part la plus, j'allais dire, la plus lucrative
soit utilisé par les grands opérateurs et puis que reste aux autorités organisatrices la gestion des niveaux 3, 4, 5 parce que personne ne voudra finalement venir sur des parts de marché qui sont absolument pas intéressantes pour des opérateurs privés. Juste une petite remarque, hein, on n'a pas la plateforme Uber à Dijon parce que je pense qu'Uber n'a pas trouvé l'intérêt de venir sur Dijon, même si c'est une très belle ville où on peut se déplacer de manière très, très fluide. Voilà. Donc c'est ça le souci aussi que nous avons. Hein. C'est une vraie l'ouverture au marché, oui, mais faudrait pas qu'on soit dans une offre de mobilité à deux vitesses, à deux vitesses et qui laisse finalement tous les investissements aux autorités organisatrices et on va dire le bénéfice aux opérateurs, aux grands opérateurs privés. Merci, Monsieur Falconet. Monsieur Sanglier, donc, il a été dit que la place des plateformes va dépendre du niveau d'intégration. Elle doit pousser à changer les routines de mobilité. Donc, quelle est votre position? Je partage 100% l'avis de M. Alix effectivement sur l'objectif et effectivement sociétal, notamment de ces plateformes. Après, sans vouloir jouer à nouveau les trublions, j'ai pu échanger récemment avec des réseaux de transport qui, eux, ou des AOT ou AOM, pardon, qui trouvaient à l'inverse qu'il y avait plus à gagner à faire distribuer leurs titres par des tiers, parce que ça représentait des canaux nouveaux, des opportunités nouvelles de distribution, et que cette opportunité était selon elle supérieure au risque de devoir capter finalement leurs clients ou la maîtrise de leurs clients, la maîtrise nominative de leurs clients. Et ceci d'autant plus que les territoires étaient petits, voire moyens, parce que c'est vrai que les GAFA ou les grosses entreprises ont peut-être beaucoup moins d'intérêt à aller sur des territoires, comme le disait François tout à l'heure, des territoires de moyenne taille, parce que les ventes, finalement, le chiffre d'affaires représenté est somme toute faible et les commissions perçues sur un billet de transport sont également faibles. Donc il y a peut-être d'autres domaines plus lucratifs pour les GAFA que de vendre des billets de transport. Donc faut-il avoir vraiment peur? Là, ce n'est pas mon avis encore, mais ça fait suite à des échanges que j'ai pu avoir avec des villes, même jusqu'à 300 000 habitants. Très bien, merci Monsieur Sanglier. Monsieur Falconet, est-ce qu'il y a, question totalement ouverte, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaitez insister dans le cadre de la transition qui s'annonce? Non, écoutez, en plus, je réponds pas à la deuxième provocation. Non, je dois vous remercier vraiment de l'invitation. Je suis vraiment obligé de vous quitter parce que j'ai des impératifs juste derrière, mais voilà, vous remercier et puis vous remercier de la qualité, voilà, de la qualité des échanges et de la contribution des uns et des autres. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Falconet. Nous allons maintenant inviter notre aimable assistance à poser ces questions. Je vous invite à y réfléchir. Et pendant que vous réfléchissez pendant 30 secondes, j'invite chacun de nos participants à, en 30 secondes, souligner le point qui lui semble le plus important. Donc c'est celui qui a le micro qui parle en premier, pas celui qui boit. Monsieur Alix, peut-être un petit point rapide en 30 secondes. Point que vous souhaitez souligner dans le cadre de la transition qui s'annonce. Le changement de paradigme, à quel niveau se trouve-t-il pour vous? Pour moi, le changement de paradigme est important parce qu'on a tous pour objectif de d'avoir une meilleure qualité de ville. C'est d'ailleurs la raison d'être du groupe RATP, mais d'y travailler concrètement sur l'axe de la mobilité. Et ça concerne tout le monde, ça concerne l'ensemble des citoyens, votre voisin, votre famille. Et puis je crois qu'on rentre dans un monde où c'est vrai que le digital prend de plus en plus de place, donc il ne faut pas avoir peur du digital. Il doit se compléter avec d'autres logiques pour aller chercher les gens qui sont moins appétents au digital, et le lien entre le physique et le digital est intéressant à travailler. Par contre, voilà, il se fera que si il y a une vraie réflexion sur mon territoire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur mon territoire? Quel est le problème que je cherche à résoudre, lié à la congestion, lié au CO2, lié à toutes les stratégies que je mets en place?
parce qu'elles s'interconnectent tous. Donc on a besoin d'un transport en commun qui ait une offre riche pour qu'un MaaS fonctionne. On a besoin de tout un tas de nouvelles mobilités qui vont s'enchaîner à ce transport en commun. On a besoin de stratégies et de régulation sur la gestion de l'espace public, qui est un truc un peu nouveau que les autorités organisatrices, les villes, freinent de plus en plus. Et c'est ça qui va faire bouger un peu les équilibres, avec en plus l'incentive prix qu'on va retrouver, soit dans des forfaits, dans des incentives. Et le MaaS, en fait, c'est un marché qui naît en France, donc maintenant, en fait, à cet été. Et c'est un marché dont les business models ne sont pas établis. On disait KeyPay tout à l'heure, en fait, on ne sait pas encore trop. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un driver qui est très important, parce que la tendance de fond, il n'y a pas de doute, en fait, qu'il faut travailler sur cette mobilité, que c'est une mobilité qui est massive. Donc, il faut passer à l'échelle aussi. Donc, un des messages qu'on a, nous, c'est essayons de construire des dispositifs qui passent à l'échelle. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'expérimentations, on en a fait aussi, nous, avec beaucoup de gens, enfin, beaucoup d'autorités, etc. Donc ça concerne encore assez peu de gens. Il faut aller chercher des grosses audiences. Ces grosses audiences, il faut aller les amener sur des nouvelles mobilités. Et puis, il va falloir quand même travailler aussi les pricing. Donc c'est beaucoup de travail, en fait. Ça ne va pas se faire en claquant d'un doigt. Il faut réussir le démarrage, là, au mois de juin. Et puis, petit à petit, faut mettre en place les contrats, les stratégies, les collaborations, la gouvernance surtout. On a parlé aussi beaucoup de risques et d'opportunités. Donc derrière, il y a de la gouvernance pour pallier à ça. Et donc, pour notre part, on trouve que c'est assez enthousiasmant que de travailler sur ces nouveaux modèles. Merci, monsieur. Et de faire de la France un peu un leader sur ce marché. Soyons leaders. Monsieur Sanglier, en 30 secondes, le point qui vous semble fondamental. Effectivement, ce que nous voyons, nous, encore avec difficulté, au niveau global, au niveau mondial, sur l'ensemble des consultations que l'on peut voir, puisque le MaaS, on a des appels d'offres MaaS dans tous les pays aujourd'hui, c'est vraiment la tarte à la crème. Et ce qu'on ne voit vraiment pas, c'est le business model. D'accord. Donc, le question mark, le point d'interrogation sur le business model. Donc, votre question de la collectivité, mais c'est pour nous essentiel. On ne voit pas encore qui va payer, comment ces modèles vont se financer. D'ailleurs, les modèles en Scandinavie ou ailleurs qui ont été mis en place ne sont pas rentables. Les modèles privés à eux seuls ne sont pas rentables. Donc, si la collectivité doit payer le service en totalité, alors qu'elle a d'autres investissements, d'autres arbitrages à faire, c'est également... Donc, pour moi, il y a cette le business model, pour vous, reste à trouver. Monsieur Cabanis, le point que vous souhaitez souligner. Merci. Alors, je vais me mettre dans les souliers d'un AOM. Il est parti, vous pouvez. Je parle de l'AOM. On a entendu trois points de contexte. Le premier, qui est conjoncturel, avec l'état des recettes et du versement mobilité, fait que les AOM sont en recherche d'économie, et notamment d'économie d'échelle. Deuxième chose, d'un point de vue réglementaire, on le voit avec l'article 25 et 28, l'ouverture tous azimuts de l'information de la distribution. Et troisième point, structurel, la recherche du bien collectif pour les AOM avec des données pour avoir un bassin plus vivant, plus respectueux de l'environnement, etc., il faut s'appuyer sur des données. Et donc, pour ces trois choses font quoi? Font qu'on se dirige de plus en plus, et on le voit tous en ce moment, vers des marchés au spectre de plus en plus large, qu'on ne peut pas appeler simplement billettique, qu'on ne peut pas appeler simplement MaaS, qu'on ne peut pas appeler simplement SIM ou calculateur. On arrive à cette collision des demandes, et donc forcément collision des acteurs dont ce que nous sommes. Face à des gens qui, jusqu'à il y a peu, ne prenaient pas le chemin. L'offre MaaS de Rouen, il y a 18 groupes qui se présentent en réponse, notamment des gens qui viennent du BTP. Lorsqu'on voit des gens de la monétique qui se positionnent sur le MaaS comme Worldline, eh bien, j'ai envie de dire, il serait extrêmement présomptueux de dire qu'un acteur seul peut répondre à la problématique mobilité d'un AOM. Donc c'est pour ça que l'enjeu
et je pense à des marchés en cours qui patinent un peu. L'enjeu pour les AOM n'est pas simplement de trouver les meilleurs dans leur domaine, mais les meilleurs collectivement. Je ne vais pas faire une métaphore sportive, mais c'est comme en football. L'idée est de travailler avec des équipes qui savent travailler entre elles. Et avec une AOM qui joue le rôle de l'entraîneur au meilleur niveau. Monsieur Mottet. Je trouve qu'on vit une époque formidable. On est en train de dire qu'on veut simplifier la vie des voyageurs en leur fournissant accès de façon plus simple, plus fluide à l'ensemble des mobilités d'une ville. Donc c'est relativement intéressant, et nous venant de ce métier, c'est des challenges tous les jours. Ce qu'il faut faire attention, c'est donner accès, oui, toujours dans l'intérêt collectif, toujours en faisant attention bien évidemment à la pollution, à la congestion, et comment on arrive à avoir une gouvernance autour de tout ça pour gérer. Voilà, on a vu à Paris, il y a des trottinettes qui traînent partout. L'espace urbain a un coût également, donc qui paye. C'était une bonne question. Mais il y a beaucoup de choses à gérer qui sont nécessaires, et c'est une période propice à ça. Donc, Merci beaucoup. Monsieur Vapro, votre vision? Simplement deux réflexions. La première, c'est que sur la LOM, il reste encore beaucoup à apprendre. Il y a surtout des questions aujourd'hui, et on ne va pas pouvoir s'appuyer sur l'expérience des autres, parce qu'on en parlait récemment avec la Digimove, avec l'UITP. À l'international, la France, sur ce sujet, est très en avance. Alors, je ne sais pas si le mot « avance » est le bon mot, mais en tout cas, les autres pays sont encore très derrière nous, aussi bien sur la désintermédiation de la vente des titres de transport que sur les données, la mise à données des données temps réel, par exemple, dans les autres pays. Ça n'est pas encore quelque chose qui est du tout courant, et la France est très en avance avec cette loi. La deuxième chose, c'est sur le MAS. Lors d'une conférence qu'on avait ce matin, oui, donc c'était extrêmement récent, qui était aussi sur le MAS, qui était une conférence internationale que nous organisions. On a bien vu qu'autour du MAS, la problématique qui ressortait sans arrêt était celle de la gouvernance. Gouvernance parce qu'on va mélanger des acteurs publics, des collectivités locales qui sont habituées à des modèles de gestion politique, si vous voulez, du transport depuis des années, avec des acteurs nouveaux qui sont des acteurs du business pur et dur, qui veulent faire de l'argent avec tout ça, et qu'il y a un dialogue à instaurer, et on l'a vu avec ce qui a été dit, un dialogue à instaurer qui est difficile. Et ce que je dirais en conclusion de ça, c'est au travers de cette problématique de gouvernance qui est réelle, qui est vraie, n'oublions pas l'expérience client, le parcours client, parce que je trouve aujourd'hui que beaucoup de groupes de travail se positionnent vraiment sur les relations, sur les échanges entre systèmes, masses, etc., mais que se pencher sur le parcours client, sur l'expérience client, finalement, c'est moins fréquent. Et pourtant, c'est quand même bien ça qui fera le succès du MAS. Très bien, merci beaucoup. Donc, la France a beaucoup d'avance. On n'a pas encore... Je vais devoir vous quitter parce que j'ai un horaire de train que je ne saurais... Eh bien, c'est très aimable à vous de vous... Je pense qu'il restait les questions. Et alors... Je peux rester 2-3 minutes encore. Alors, nous allons prendre les questions du public. J'espère que vous avez affûté. Quelles sont-elles? Qui veut intervenir? Soyez pas timide. Ah, une question là-bas. Dominique Descola, Digimobi. Il y a un point qui, je trouve, manquait dans les échanges. C'était la gestion de la diversité. Pour construire MAS, l'homme, etc., on va devoir composer avec des gouvernances très différentes, des infrastructures billettiques et autres très différentes, des parcours, même des habitudes de mobilité qui sont très différentes. Et je crois que l'enjeu, c'est véritablement de gérer cette diversité, tout au bout du compte, offrir une fluidité d'expérience client. Et ça veut dire qu'il y a besoin aussi d'une ouverture, d'une coopération entre tous les acteurs. Et j'ai trouvé, vraiment, en vous écoutant, que c'était encore des approches très monolithiques. Et si on est dans des approches monolithiques, on n'y arrivera pas, parce qu'il n'y aura pas d'ouverture, justement, à cette diversité. À cette diversité qui est qui peut être vue comme une fragmentation, mais qui est aussi une réelle richesse. Et si on veut construire une offre de mobilité la plus complète, la plus attrayante par rapport pour construire une alternative à l'autosolisme,
il faut ouvrir, il faut accepter cette diversité, il faut l'accueillir. Et je trouve que ça manque un petit peu dans les points de vue d'aujourd'hui, mais je pense que vous acquiescez en même temps. Alors je crois qu'on a beaucoup parlé d'intermodalité, mais si vous l'appelez diversité, libre à vous. Je crois que M. Alix va intervenir. Hop. Avec un micro, c'est mieux, effectivement, il y en a un là-bas. Vous avez raison, c'est clé, cette diversité, elle est vraiment clé. Et c'est là où on aura des acteurs qui sont à la fois publics et privés et qui doivent s'articuler ensemble. C'est pour ça que ça pose aussi des sujets de gouvernance et de contrats, parce qu'il va falloir passer des contrats. C'est vraiment ça le marché, en fait. Et donc c'est la gestion d'un écosystème. Pour que l'écosystème il fonctionne, il faut que tout le monde y trouve son compte et arrive à s'articuler. Donc tout est inventé de ce point de vue-là, à mon sens. On dit que l'autorité organisatrice a ce rôle de créer cet écosystème et de le rendre vivant au sein de son territoire. Et il doit s'appuyer sur une connaissance fine des territoires et des mobilités. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir des acteurs qui descendent bas sur la connaissance de ce qui se passe d'un point de vue voyageur, mais aussi d'un point de vue des relations, des intérêts, des contrats qu'on va nouer avec tous les MSP, les providers de mobilité. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure des 4 niveaux et le fait que le 1 et le 2, il peut s'ouvrir assez facilement parce qu'on va avoir accès via des API à de la donnée ou à de la vente de titres. Le niveau 3 et 4, plus on s'intègre dans un écosystème qui est très très local, plus il faut connaître les acteurs, il faut connaître comment ça fonctionne, le transport à Dijon, à Paris ou à Lyon. Et là, on est plus proche de nos métiers de la mobilité. Donc des acteurs peut-être français, qui connaissent bien ces univers, qui sont assez larges dans leur vision pour embrasser tous les modes. C'est ça aussi la difficulté, c'est de sortir du transport en commun tout seul pour aller aux autres mobilités, c'est d'accueillir la voiture. On voit dans tous les exemples qu'on a cités, il y avait le stationnement par exemple. Oui, l'offre de mobilité, elle doit être complète, elle doit embrasser tous les modes, diversité des modes, et elle doit aussi accompagner du début à la fin, c'est-à-dire je prépare mon voyage, je paye, je réserve, mais aussi je consomme, je suis guidé, et après j'ai un problème, que ce soit une perturbation, là aussi on me dit comment me réajuster, ou alors j'ai peut-être un besoin d'un SAV, et là aussi tout ça c'est sans couture. Donc oui, la diversité elle est partout, et parce que le business du MaaS c'est un business d'écosystème, et quelque part ils seront plus ou moins vivants en fonction des politiques de mobilité qui vont se mettre en place, du nombre d'acteurs et des interactions qu'ont ces acteurs entre eux, et de la profondeur quelque part de leur intégration et de leur partenariat. Merci Monsieur Alix. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à retrouver le compte-rendu de cette conférence dans le numéro de Villerail et Transport qui sortira en juillet-août. Je vous dis un très grand merci pour votre attention, et vous dis au revoir, et nous vous retrouverons lors d'une prochaine conférence de Villerail et Transport.